Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 14 novembre 2022. Débutons notre revue de l'actualité avec une publication qui a été faite par le ABC News samedi. Donc, vous avez ici à l'écran, on voit ici que la liberté des médias est, en fait, là, en tout cas, qu'elle est assurée en Ukraine malgré la guerre selon des officiels. Alors, nous avons ici que, c'est ça, donc, écoutez. Là, moi, samedi, quand que je suis tombé là-dessus, je me suis dit non. Là, ça n'a absolument pas de bon sens. Encore une fois, les médias qui nous font croire qu'il y a une espèce de liberté d'expression, que l'Ukraine, c'est merveilleux, ainsi de suite. Et j'ai passé une bonne partie de la journée samedi, en fait, à creuser un petit peu le sujet. Moi, ça fait un bout de temps que mon idée est faite là-dessus. Mais c'est un petit peu sur des impressions, puis des choses comme ça que j'avais comme entendu parler, puis tu sais, ça restait un peu comme ça. Et puis là, je me suis dit, garde, ça va vraiment valoir la peine, en fait, que je fasse des recherches pour me donner un petit peu plus d'arguments, en fait, là, quand ça vient le temps de s'obstiner avec quelqu'un qui fait partie du culte, OK? Alors, ça n'a pas été trop long que, écoutez, on le sait qu'il y a vraiment un contrôle très, très problématique, en fait, des médias en Ukraine. Et voyez-vous, là, ça n'a pas été très long, en fait, que j'ai tombé ici sur un article qui était paru dans le Reuters, donc qui date là, du 20 mars 2022. Et donc, on avait en fait là, que le président de l'Ukraine avait utilisé la loi martiale pour signer un décret qui allait comme fusionner tous les réseaux de TV nationale, en fait, en une seule plateforme. Donc, normalement, dans une société libre, où ce que la liberté d'expression et la liberté de presse sont des valeurs qui font partie, en fait, là, des trucs fondamentaux du pays en question, ben là, voyez-vous, bon, encore là, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, tu sais, ils ont comme utilisé le fait qu'il y avait la guerre en Ukraine pour essayer de faire un contrôle des médias, et ainsi de suite. Alors, voyez-vous, justement, c'est là-dessus, entre autres, que mes recherches m'ont amené à faire d'autres affaires. Donc, je vais être bien franc avec vous, j'en parlerai pas trop longtemps de tout ça parce que je pourrais vraiment en faire une vidéo de au moins 1 heure seulement sur ce sujet-là. Alors, c'était simplement, en fait, là, pour dire que quand on voit que les médias disent qu'il y a la liberté de presse en Ukraine, c'est absolument pas du tout vrai. Donc, simplement pour vous donner une petite idée, en fait, là, des trucs que j'ai trouvés. Alors, nous avons ici justement l'article en question qui nous dit que, bon, la liberté des médias est sauvée en Ukraine. Et là, après ça, moi, tout simplement de continuer avec mon article là, du Reuters. Et par la suite, ensuite de ça, j'ai trouvé un article, imaginez-vous, qui date là, de février 2021, où ce qu'on voit en fait que Zelensky, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il essaie en fait là, de contrôler les médias. Alors, nous avons ici un article du Al Jazeera qui en parle. Ensuite de ça, là, ça a été un article ultra important que j'ai lu et qui m'a ouvert les yeux énormément, en fait, donc dans le Kiev indépendant. Donc, si vous êtes membre actuellement sur Twitter et que vous êtes, en fait, là, abonné à Kiev Independent, vous vous rendez compte, en fait, que tout ce que c'est de la propagande là, en rapport avec l'Ukraine et c'est complètement anti-russe et ainsi de suite, OK? Ben avant que ça arrive, en fait, le Kiev indépendant, il portait vraiment bien son nom. Alors, l'article ici est extrêmement long et il nous explique en fait pas mal tout ce qui est en arrière de l'histoire de Zelensky qui est vraiment corrompu à un niveau que vous avez vraiment de la misère à imaginer. Ensuite de ça, ça m'a amené sur un documentaire qui dure presque 1 heure qui s'appelle Offshore 95, OK, qui nous explique en fait un petit peu tout le cheminement de Zelensky. Ensuite de ça, vous avez ici dans le Guardian, on nous explique que Zelensky, qui est un anti-oligarque, est en fait un oligarque et là maintenant il est rendu président de l'Ukraine et en plus il est à la tête d'une des plus grosses entreprises en fait de production de culture en fait là, parce que lui là il avait comme sa propre compagnie en fait qui produisait du contenu, alors des émissions et toutes sortes d'affaires, même des trucs qui ont été écoutés entre autres en Russie.
Ensuite de ça, on apprend que son nom est sorti dans l'histoire là, de Wikileaks, les Pandora Papers, OK? Alors, on voit entre autres, là, on apprend là-dedans que Zelensky a placé beaucoup d'argent à l'étranger, alors qu'il reprochait à ses rivaux politiques, en fait, de faire ça, et il est le premier à le faire. Ensuite de ça, on apprend que dans Axios, que dans l'histoire des Pandora Papers, donc on apprend que, tu sais, là où il y a le plus de noms qui apparaissent au niveau là, des oligarques qui auraient de l'argent placé à l'étranger, ben les oligarques ukrainiens sont ceux que leurs noms sortent le plus souvent. Ensuite de ça, on a d'ailleurs même des documents qui sont parus dans le Congrès américain en rapport avec ça. Et on apprend aussi là, au Sénat américain encore là, de ce genre de choses-là en rapport là, avec la corruption en Ukraine et ce genre de choses-là. Alors qu'après ça, que vous avez les médias qui nous font croire que l'Ukraine, c'est un exemple de liberté, de liberté de presse, et ainsi de suite. C'est totalement faux. Comme je vous dis, écoutez, toutes les choses que j'ai trouvées, ça n'est que la pointe de l'iceberg, OK? Parce que, évidemment, c'est sûr que par la suite, on peut même tomber dans les trucs comme quoi que la famille Biden a des très gros liens en rapport avec tout ce qui se passe présentement en Ukraine d'ailleurs. Alors, c'est pas mal ça qu'on fait en fait là quand on voit des publications comme ça qui nous sonnent une grosse lumière rouge en fait là, qui nous dit « Oh, le détecteur à bullshit vient d'allumer ». Ben ça vaut la peine peut-être de faire des recherches et voyez-vous, c'est le genre de choses que j'ai tombé. Ensuite de ça, bon, alors, vous savez, je vous en avais parlé, je crois, la semaine dernière, Justine, qui essaie de kicker out, en fait, des entreprises chinoises qui posséderaient, en fait, des grandes parts dans nos entreprises canadiennes pour la production, entre autres, là, de ce qu'ils appellent des minéraux stratégiques, OK? Que ce soit, entre autres, là, le lithium, par exemple. Alors, donc ça, c'est en train de se faire, mais ce qu'on apprend, c'est que l'armée américaine pourrait investir dans les projets miniers canadiens. Donc, d'un certain côté, on sac dehors les Chinois pour garder le contrôle sur nos ressources naturelles considérées stratégiques, mais d'un autre côté, vous avez tout d'un coup l'armée américaine qui veut prendre la place des Chinois. Puis c'est encore là, c'est avec le support de Justine. Super intéressant. J'avais-tu d'autres choses en rapport avec ça là-dessus? Non, pas vraiment. Alors, ouais, vraiment, là, c'est ça. Donc, tu sais, quand on dit que le Canada, le Chinada est à vendre au plus offrant, ben c'est ça que Justine fait. Puis en plus, tu sais, écoutez, c'est des minéraux stratégiques qui, on pourrait peut-être vendre cher, là, mais là, en bout de ligne, l'armée américaine va mettre encore là ses grosses tentacules visqueuses et corrompues dans nos affaires, puis après ça, on n'aura absolument plus aucun mot à dire sur comment est-ce que on a le droit d'exploiter nos propres ressources. Puis là, en plus, ça, l'exploitation de ces ressources-là, ça va être de la grosse pollution. Ça va être des catastrophes environnementales. Mais comme c'est pas aux États-Unis, ben là, les Américains vont s'en laver les mains. Ah, voyez-vous, nous, on n'a pas de problèmes environnementaux, ce genre de choses-là. Mais là, c'est le Canada qui va être pogné avec ça. Fait que là, vous avez d'un côté Justine qui veut complètement arrêter les énergies fossiles, qui sont la raison pour laquelle on fait partie du G7 et du G20, que justement, vous avez Justine qui est en train encore là de se péter les bretelles cette semaine. Mais on va remplacer les énergies fossiles par des catastrophes environnementales de lithium, de mines, de toutes sortes d'affaires qui vont polluer l'environnement encore plus durablement que l'histoire des énergies fossiles. Encore dans les mauvaises nouvelles, dans Radio-Canada. Donc, la mafia corrompue du Collège des médecins du Québec recommande à nouveau de porter la guenille. Ça fait 2 ans qu'on parle de ça, l'inefficacité de la guenille, comment est-ce que ça rend les gens malades, même ça l'empoisonne les enfants. Là, vous avez les urgences pédiatriques qui sont remplies d'enfants malades à cause des mesures de contrôle social qui ont détruit leur système immunitaire.
Puis là, ben, vous avez la mafia du Collège des médecins qui vient dire qu'il faut recommencer encore parce que c'était pas encore assez grave. Nos enfants sont pas encore assez malades. Combien d'articles que moi-même, depuis 2 ans, que j'ai partagés de sources reconnues là, par l'extrême gauche, comme des sources fiables, qui nous ont prouvé l'inefficacité de ça, la dangerosité de ça. Le Collège des médecins continue. Puis après ça, on nous demande de faire confiance aux professionnels, les experts de l'antisanté. BFM TV. Réchauffement climatique. Le permis carbone, une solution pour limiter nos émissions de CO2. Aujourd'hui, il y a vraiment des très mauvaises nouvelles, OK? C'est horrible, là, quand j'ai commencé à faire ma recherche d'informations un matin, là, je capotais vraiment, j'étais tout « Ah, wesh! » Là, je vais encore être obligé de faire une revue de l'actualité sur des nouvelles dégueulasses. Fait que je vais vous donner des petites idées ici de qu'est-ce que ça dit exactement. Alors, réchauffement climatique, le permis carbone, blablabla. Ouvrons les yeux. 2050. Avec ce système, à chaque fois que vous achetez un bien ou un service, ce qu'il pèse en émissions de gaz à effet de serre serait décompté de votre quota. Un dispositif visant à encourager les consommateurs à limiter leur impact sur le réchauffement. Et si dans un futur proche, vous ne payez pas seulement en euros, lors de votre passage en caisse, en plus du prix affiché, le coût, hey là, calvaire, maudite pub à la merde, OK? Bon, le coût écologique de votre achat serait décompté de votre compte avec une limite à ne pas dépasser dans l'année. Objectif, réduire notre empreinte environnementale pour parvenir à nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre et diminuer l'ampleur des réchauffements climatiques dans les décennies à venir. Alors là, c'est un article qui est quand même assez long. Ensuite de tout ça, donc face à l'urgence climatique, le concept se diffuse des économistes, des activistes, des apocalyptiens du climat, blablabla, le quota carbone individuel. Bon, là, dans le fond, ce qu'il faut savoir aussi, OK, voyez-vous, cet élu défend le principe d'un compte carbone qui permettrait d'y arriver à la fois collectivement et individuellement. Donc, l'espèce de communisme, le communisme vert. Si un tel système était mis en place, chaque individu sera alors doté d'un quota d'équivalent CO2 à ne pas dépasser sur une année. Tous les ans, ce quota diminuerait afin de nous inciter, donc de nous violer, de nous obliger à consommer différemment et ainsi réduire collectivement et progressivement nos émissions de gaz à effet de serre. Et encore une fois, évidemment, de limiter nos libertés. Donc, concrètement, matérialisé d'une forme de carte bancaire, le prix carbone, OK. Donc, on apprend, entre autres, puis ça, j'en avais déjà parlé aussi, qu'il y a eu une espèce là, de carte de crédit qui avait été lancée en Suède concernant cette affaire-là. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est si la carte en question était très populaire, ce dont je doute pas mal, OK. Ensuite de ça... Évidemment. Bon, tu sais, voyez-vous, là, quand il parle d'économie circulaire, là, ça, c'est la décroissance, OK? Ça, c'est une façon polie de l'amener, là, mais c'est carrément de la décroissance. Ensuite de ça, donc, l'affichage environnemental au niveau des textiles. OK, donc, or, les écarts pour un produit donné sont considérables. Pour la viande, selon le mode d'élevage, pour les produits métalliques, selon le taux de recyclage, a-t-il détaillé. Donc, l'idée est de lancer une prise de conscience par l'étiquetage. 1 kg de bœuf équivaut à une émission de 27 kg de CO2 contre 39 kg pour de l'agneau. Qui consomme majoritairement l'agneau? Les musulmans. Est-ce que les musulmans vont être d'accord avec ça? Je pense pas. Bien loin devant le porc, la dinde ou le poulet, selon encore là l'Organisation des Nations Unies. Là, après ça, on nous dit que le bœuf produit en Europe, évidemment, c'est moins polluant que celui qui vient de l'Asie. Puis en plus, il faut le transporter.
Ensuite de ça, un cercle vertueux. Ouais, c'est ça. Ça, là. Pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, les experts, les apocalyptiens du climat, estiment que l'empreinte carbone d'un Français ne devrait pas dépasser l'équivalent de 2 tonnes de CO2 par an. Elle est aujourd'hui estimée à 9 tonnes. Donc, vous devez réduire votre vie de 70%. C'est ça que ça veut dire. Mais beaucoup de ménages, en particulier les plus modestes, sont bien en deçà de ce seuil. Quand on parle des plus modestes, c'est qui les plus pauvres? Donc, on veut, par l'économie circulaire, appauvrir la population. Donc, vous avez, mettons pour l'instant, 100% de la population qui, admettons, émet 9 tonnes de CO2 par année. On veut réduire la classe moyenne de 70% pour qu'en bout de ligne, elle se transforme en ménage modeste, pauvre. On veut appauvrir la population. Et après ça, on nous fait croire, on nous dit qu'on est complotiste quand que nous, on parle de dépopulation et d'appauvrissement de la société et de communisme et de contrôle social. Fait que là, voyez-vous, entre autres, là-dedans, vous avez un autre article ici. Donc là, actuellement, vous avez encore là, une cochonnerie de sommet de mondialistes, en fait, là, en Asie, la COP27, où là, non, on est en Égypte présentement. Moi, c'est parce qu'il y a un autre truc qui se passe en Asie présentement aussi, là. Donc, réduire les émissions, un objectif difficile à atteindre, parce que là, c'est juste ça qu'ils parlent. Quand ils se rencontrent, ces gens-là, dans leur sommet, c'est simplement une façon déguisée de parler de dépopulation. Ensuite, dans les nouvelles un peu comiques, Journal de Montréal, argent, centre de données. Le complexe Q-Scale de Lévis n'a toujours pas de clients. Donc, la construction d'un deuxième campus en banlieue de Montréal, néanmoins confirmée. Alors, ça, je vous en avais parlé. C'est l'espèce de grosse bâtisse qu'ils veulent construire à Lévis, qui, lorsqu'elle va être terminée, une bâtisse remplie d'ordinateurs avec presque aucun personnel dedans parce que tout ça, ça va fonctionner quasiment tout seul. Cette bâtisse-là va consommer autant d'électricité que la ville de Drummondville. Et j'ai vérifié au dernier recensement, la ville de Drummondville, c'est 80 000 habitants. Donc, une bâtisse vide de gens, remplie d'ordinateurs, va consommer autant d'électricité que la ville de Drummondville, 80 000 habitants, puis on veut nous faire diminuer notre consommation d'électricité. OK? Donc, vous avez ici, voyez-vous, dans le Journal de Montréal, parce qu'on a quand même des affaires intéressantes, mais choquantes là-dedans. Donc, alors que les centres de données sont de plus en plus au cœur du débat énergétique, Q-Scale confirme l'ouverture d'un deuxième campus à Saint-Bruno. Ouais, c'est ça. Donc, pourtant, l'entreprise québécoise largement financée par des fonds publics n'a toujours pas conclu de contrat avec un premier client pour son campus de Lévis, qui doit ouvrir ses portes en janvier. Donc, on espère être capable de signer les ententes contractuelles d'ici le printemps. Les géants comme clients, donc Amazon, Google, par contrat, stocké, ça, blablabla, pourraient travailler ensemble. Fort intérêt en Europe. OK, donc une deuxième phase à Lévis. Pas plus de fonds publics. Bon. Alors, il reste toutefois à trouver le financement pour ces projets qui n'ont pas de clients. On parle d'une centaine de millions de dollars pour la phase 2 à Lévis, de 500 millions de dollars pour la totalité du campus de Saint-Bruno et de 1,5 milliard de dollars pour un troisième campus qui pourrait voir le jour au Québec ou ailleurs. En juin, Q-Scale a retenu les services de la Banque d'investissement américaine, ça a l'air super louche cette affaire-là, de la Scotia et de Desjardins pour trouver des capitaux. La semaine dernière, l'entrepreneur a rencontré le puissant corrompu sinistre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, Fitzgibbon.
Donc, un projet financé aux 3/4 par des fonds publics. Alors, vous avez un petit peu ici, pas plus de fonds publics. Et on apprend ici en bas, un projet financé aux 3/4 par des fonds publics. OK. Donc, vous avez ici, dans le Journal de Montréal, un article qui était paru le 11 novembre. Donc, ça, c'était la semaine passée. Les centres de données aussi importants que les alumineries. Donc, vous avez une bâtisse avec des ordinateurs que personne qui travaille dedans, les données qui servent seulement à contrôler la population. Puis là, ici, vous avez dans le journal des gens qui disent que c'est aussi important que les alumineries. Donc, qu'est-ce que les alumineries ont à dire sur le sujet? Je l'avais trouvé ici à la fin. Donc, pas d'accord. En tout respect pour Hydro-Québec, je ne suis pas d'accord, affirme sans détour Jean Simard, président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada. Les alumineries génèrent beaucoup plus de retombées économiques que les centres de données et de loin, dit-il, faisant référence à une étude de l'Institut du Québec datant de 2022. Les centres de données génèrent des emplois lors de leur construction, mais après ça, c'est juste des données. Il n'y a pas grand monde qui travaille là. C'est du jus qui rentre et du jus qui sort, imagine-t-il. Les alumineries, au contraire, dépensent 10 millions par jour, 365 jours par année, même en temps de pandémie, dit-il. On a 2500 fournisseurs en aluminium à travers le Québec. Ce sont les plus hauts salaires dans le secteur manufacturier au Canada, conclut-il. Hydro-Québec devrait mettre à jour ces données, qui rappelle qu'Hydro-Québec a lu l'étude de l'Institut du Québec et n'a rien trouvé à redire. Incroyable. Et ici, donc, Journal de Québec, Centre de données, des milliards investis ici. Donc, un article qui était paru le 14 novembre aujourd'hui. Ces dernières années, des géants ont investi des milliards de dollars dans de gigantesques centres de données qui hébergent ce que nous faisons chaque jour sur Internet. Donc, les fameux clouds, là. Mais encore là, ça prend énormément d'électricité qu'on vend à rabais à ces compagnies-là parce qu'ils bénéficient, entre autres, là, du taux des entreprises. Et en bout de ligne, comme dit un gars, en fait, dans l'aluminerie, qu'est-ce que ça nous rapporte? À rien du tout. La presse. Loi sur la fin de l'urgence sanitaire. Québec veut maintenir les mesures liées à l'emploi. Donc, ce qu'on apprend là-dedans, en fait, c'est que là, il y a plein de gens, là, entre guillemets, qui travaillent comme sous-traitants pour le gouvernement, pour la campagne de giblotisation. Ben là, dans le fond, le gouvernement veut comme être capable là, de garder ces gens-là à l'emploi pour le gouvernement. C'est ça que ça veut dire. Carrément. Puis aussi en rapport là, avec les ententes de gré à gré qui avaient été faites, là, qui font partie du 17 milliards de fraude, OK, que des gens comme Fitzgibbon ont signé avec leurs amis. Ben là, ils veulent que ça continue. Continuons la fraude. Alors, on a commencé tantôt notre revue de l'actualité avec l'Ukraine. Alors, nous avons ici, donc, la meilleure façon d'aider l'économie globale, pour la remettre dans le bon droit, en fait, là, ce serait de mettre fin à la guerre en Ukraine. Et vous avez ici, en fait, là, la secrétaire de l'économie aux États-Unis, qui est une démocrate, c'est elle qui dit ça. Donc, il faut mettre fin à la guerre en Ukraine pour aider l'économie. Mais qu'est-ce qu'on fait d'un autre côté? Donc, une nouvelle parue aujourd'hui. Le Canada annonce 500 millions de dollars de plus en aide militaire à l'Ukraine. Donc, c'est pas du tout l'intention de ces gens-là d'améliorer l'économie. Donc là, on apprend que plutôt cette année, on avait déjà envoyé 500 millions de dollars en Ukraine. On renvoie 500 millions de dollars en Ukraine cette année. Donc là, on est rendu à plus d'1 milliard de dollars. Au Canada seulement. Puis aux États-Unis, là, sont rendus à genre 80 milliards. Puis qui s'en vont toutes dans les poches du corrompu à Zelensky. Ils veulent pas que ça arrête. Ils en ont besoin de la guerre en Ukraine.
Parce qu'ils l'ont dit. En fait, là, ça leur a permis d'accélérer la transition verte, le grand reset, tout ça. La guerre en Ukraine, ils en ont besoin. C'est pour ça qu'ils continuent à la financer. Puis ils savent que leur argent ne sert pas aux bonnes affaires. Ils s'en califent. C'est pas... tu sais, c'est notre argent à nous, là. C'est pas leur argent à eux. Fait que pendant ce temps-là, ben, ils continuent après ça de nous faire dire « Oh, l'économie va mal, on a besoin d'un grand reset, ainsi de suite. » Alors que ceux qui la financent en arrière. Puis le plus drôle, c'est que vous avez cette madame-là qui dit que la meilleure façon d'aider l'économie, c'est de l'arrêter, la guerre. Mais il continue à l'alimenter. T'sais. La presse. Ottawa a acheté 2 fois trop de respirateurs médicaux. On a gaspillé 800 millions de dollars là-dedans, encore. Donc, on jette dans la poubelle les giplotisations qui sont passées date, que personne ne veut. Puis là, ben là, vous avez ici, là, 800 millions de dollars qui ont été gaspillés parce qu'on a trop commandé de ventilateurs. Après ça, ils nous demandent de leur faire confiance, que le grand reset, on a besoin de tout ça, la transition énergétique, ça va être merveilleux, le contrôle social, ça va être parfait, de réduire de 70% votre empreinte carbone, là, faites-nous confiance, ça va sauver la planète. Ils sont même pas capables de faire des commandes sur le sens du monde pour des ventilateurs. 800 millions gaspillés. La presse, groupe sélection, un géant des résidences pour personnes âgées en péril. Donc ça, c'est l'entreprise privée qui charge des coûts astronomiques aux personnes âgées qui demeurent dans ces affaires-là. Ça peut coûter 5 000 $ par mois, 10 000 $ par mois, peu importe. Donc ça, c'est l'entreprise privée et pas rentable. Imaginez-vous quand on va parler du secteur public. Donc, l'entreprise privée n'est pas rentable. L'entreprise publique qui coûte toujours 2, 3, 4, 5, 10 fois plus cher que le secteur privé. Fait que là, vous avez le gouvernement qui veut faire des logements sociaux, des HLM, ce genre de choses-là qui vont appartenir au gouvernement. Puis vous avez le secteur privé qui est déjà criblé de dettes. Un autre puits sans fond. Comme le transport en commun, qui est géré par le public, qui est un puits sans fond. Imaginez-vous. Donc ici, dans le monde, 15 milliards d'euros sur 5 ans pour les forces de l'ordre. Ça, c'est en France. La loi Darmanin sur la sécurité arrive à l'Assemblée. Alors, ce qu'ils veulent, c'est encore là, engager plus de policiers, le contrôle social, tout ça à cause de la violence. OK? Mais d'où est-ce qu'elle vient, la violence? Donc, de l'aveu même du gouvernement, immigration à Paris. La moitié au moins des faits de délinquance vient de personnes qui sont des étrangers, assure Emmanuel Macron. Et qu'est-ce que le gouvernement français fait pour régler les... Bon, en tout cas, essayer de régler les problèmes de violence qui sont la moitié du temps minimum attribuable aux immigrants. Bien, on va dépenser 15 milliards de dollars en policiers, puis en toutes sortes d'autres affaires. Et c'est quoi la source du problème? On l'a dit, c'est l'immigration. Donc, au lieu de régler les problèmes d'immigration, on va plutôt continuer à engager des policiers. Et est-ce que les policiers arrêtent les immigrants? Non, parce qu'il y a plein de zones de non-loi là, en France, OK? Donc ça, ces gens-là, la police, il va jamais. Mais c'est qui se fait chier dessus? C'est, par exemple, des gens qui refusent de porter la guenille. Donc, les policiers servent à donner des tickets à la population qui n'a rien fait de mal. Donc, encore une fois, ça, on le sait que ça fait partie du plan des mondialistes, là, d'inonder, en fait, l'Occident d'immigrants comme ça, qui sont violents, qui agressent des femmes, qui volent, qui cassent des affaires, puis qui fait peur au monde. Les transports en commun, on ne veut plus les prendre parce que c'est violent à cause des immigrants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On engage plus de police qui n'arrête pas les immigrants, mais on laisse les immigrants rentrer. D'ailleurs, on a d'autres choses à parler là-dessus. J'avais-tu un article aussi là-dessus? Ah oui, c'est ça. Donc, voyez-vous ici dans Le Monde. Après les problèmes et tensions pour accueillir le navire Ocean Viking, blablabla. Donc, ce qu'on apprend en fait là-dedans,
c'est qu'il y avait un navire rempli de migrants illégaux qui voulaient accoster en Italie. Mais la première ministre italienne a dit non. Là, on va prendre ceux qui sont malades, là, puis les autres, on veut rien savoir. Fait que finalement, c'est la France qui les a pris. Et on apprend là-dedans, genre, qu'on a affaire comme 90% des personnes qui sont dans le bateau sont des hommes. Tu sais, des hommes, des adultes hommes, là. Vous avez très peu de femmes là-dedans et très peu d'enfants. Alors, quand on voit encore là la désinformation des médias qui nous montrent tout le temps des photos de migrants avec des femmes puis des enfants, alors que 90% de l'immigration illégale, c'est des hommes et qui, majoritairement, fait de la criminalité. La presse, crise des migrants, débarquement sous tension. Ah oui. Ici, dans le monde, donc au lieu de vouloir renvoyer les immigrants illégaux chez eux, donc la régularisation des travailleurs sans papier. Donc, vous avez le gouvernement mondialiste de Macron qui veut donner leurs papiers aux immigrants illégaux. Donc, si moi, je décide d'aller l'immigrer en France, en Europe, c'est quasiment impossible. Mais les immigrants illégaux, eux, on va leur donner leurs papiers. Incroyable. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme mauvaise nouvelle? La presse. Le taux d'obésité poursuit son ascension au pays. Le bilan de 2021 est critique pour l'ensemble du pays. Plus de 29%. Donc, un Canadien sur 4, même un peu plus que ça, est obèse, selon Statistique Canada. Et qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? Voyez-vous? Toutes les provinces canadiennes ont subi une hausse ces dernières années, sauf Terre-Neuve. Non. Le Québec connaît une forte hausse de son taux d'obésité avec 27,6% des adultes québécois se trouvant désormais dans cette catégorie. Malgré cette augmentation, non. Bon. Attendez un petit peu, là. C'est parce que là, il disait, entre autres, pourquoi? Non. OK, voilà. Un constat aggravé par la pandémie. La pandémie n'a assurément pas aidé pour ce qui est de la sédentarité du temps d'écran. Ces facteurs, plus que les mesures restrictives quant à l'accessibilité aux activités sportives, donc, excusez, ces facteurs plus les mesures restrictives quant à l'accessibilité aux activités sportives ont eu un impact certain sur la dépense énergétique. Mais le collège, la mafia du Collège des médecins, donc là, on voit qu'est-ce que ça fait, les mesures de contrôle social, que du négatif. Et la guenille incluse. Puis la mafia du Collège des médecins veut continuer ça. Les mesures plus restrictives imposées par le gouvernement du Québec en réaction à la pandémie peuvent donc expliquer la forte augmentation observée dans la province. Puis l'obésité, c'est quoi? Plus de problèmes de santé. Ben, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'on tombe malade. L'obésité, c'est quoi? Des problèmes de cœur. La giblotisation fait quoi? Des problèmes de cœur. On va tout faire pour faire péter du cœur. La presse. Des autocars de luxe pour remplacer l'avion. Tu sais, dans les nouvelles de n'importe quoi, je ne vous lirai pas l'article parce que c'est vraiment n'importe quoi. Ce qu'ils disent en fait, c'est que l'empreinte carbone d'un passager dans un autobus est moins grande que dans un avion. Mais ce qu'on ne dit pas, par exemple, c'est que ça prend pas mal plus longtemps ton trajet en autobus, par exemple. Et puis un autobus, c'est peut-être à peu près une 50aine de passagers. Alors que dans un avion, on peut en avoir pas mal plus que ça. Puis là, ben, ça va prendre aussi des chauffeurs d'autobus. Ça se peut-tu qu'il y ait déjà une pénurie de chauffeurs dans toutes sortes d'affaires? Chauffeurs d'autobus scolaires, chauffeurs de camions, ainsi de suite. Puis là, ben, on veut créer on veut, en fait, rempirer la pénurie de chauffeurs avec... Oui, vraiment. Puis ce qu'on apprend, entre autres, là-dedans, c'est qu'un autobus, grosso modo,
Ils disent que ça consomme une affaire comme 4,3 litres au 100 km par passager. Il y a à peu près 50 passagers dans un autobus. Donc, un autobus, ça consomme 200 litres de diesel au 100 km. En tout cas, sûrement pas, là, mais ouais. Alors ici, BFM TV encore. La Terre va passer le cap des 8 milliards d'habitants. Le pic démographique attendu pour 2080. Donc, dans l'article, en fait, ce que ça dit. On est à 7 enfants par femme en moyenne encore dans un pays comme le Niger et à 6 enfants en République démocratique du Congo. Autre enseignement de l'étude des Nations unies, cette progression pourrait connaître une pente descendante à partir de 2100. Les causes, un accès croissant des femmes à des moyens de contraception et à l'éducation. Puis quand on parle d'éducation, là, alors voyez-vous, donc ça, là, c'est encore là la désinformation, faire peur aux gens avec les pandémies, les réchauffements climatiques. Vous savez, là, les opérations psychologiques de masse, en fait, là, les psy-up, les masses psy-up. Donc, la dépopulation des pays occidentaux se fait par tous les moyens possibles. Femmes sur le marché du travail, contraception, avortement, féminisme radical poussant la division sociale, la stérilisation des enfants par le Lupron, montée de la propagande là, de la communauté flyée. Pendant ce temps, l'Afrique est une véritable pouponnière qui provoque une importante migration d'hommes vers le nord. Et qu'est-ce que ça donne? Augmentation de la violence, et ainsi de suite. Puis c'est encore des femmes qui se font agresser. Puis après ça, on nous parle de l'éducation des femmes, que ça aide à diminuer le taux de natalité. C'est n'importe quoi. Bloomberg. Donc, l'Union européenne, le Royaume-Uni se joint à l'Inde pour pousser, en fait, là, d'arrêter complètement notre dépendance aux combustibles fossiles. Et l'image que vous voyez là, c'est un mondialiste qui est quasiment milliardaire. Sa femme, son père, à elle, là, son père, c'est un milliardaire indien. Pensez-vous qu'il se promène en vélo, le gars? Puis là, vous avez l'Inde qui dit « Oh, on va arrêter le pétrole. » Puis vous avez des milliardaires comme ceci. Cet enfant de chien-là, c'est ça, mais qui est pour, comme on disait, que le 100% de la classe moyenne, que tu en aies 70% qui deviennent des gens pauvres et qui meurent. Bonne nouvelle, le Journal de Québec, le projet d'identité numérique bloqué par le manque de transparence du ministère. C'est une bonne nouvelle pour l'instant. Mais là, le problème, c'est qu'on voit, comme Fasciste Legault, qui est en train de changer la loi pour toutes sortes de raisons. Donc, entre autres, la loi 28, là, vous savez, sur les mesures de l'état d'urgence sanitaire de contrôle social. Mais là, à un moment donné, quand que le gouvernement va se rendre compte que son projet ne va pas assez vite à son goût, ben, ils vont tout simplement changer les lois. Puis ils vont dire, mange la marde, tu sais, dans le fond, à notre protection de nos données. Puis ça va y aller de l'avant d'une manière ou d'une autre. Fait qu'encore là, ça, c'est juste un break pour l'instant, mais bon, en tout cas, c'était quand même drôle de voir que cette affaire-là est bloquée. Puis en plus, on apprend dans l'article que le gouvernement a déjà dépensé des dizaines de millions de dollars là-dedans pour un projet qui ne fonctionne pas bien. Donc, NBC. Ça, là, il faut garder. Donc, les myocardites, après la giblotisation contre la sniffles, une recherche sur les possibles effets à long terme est en cours. Donc, on apprend que la Pfizerisation et la modernisation sont en train de lancer des essais cliniques pour, en fait, rechercher s'il y a des problèmes de santé. Puis là, en plus, voyez-vous ici, là, ils font exprès d'écrire FNI, c'est-à-dire, admettons, si, admettons, il y a vraiment des problèmes de santé, dans les années suivant un diagnostic pour quelqu'un
qui aurait en fait eu la giblotisation et qu'ensuite de ça, il aurait eu des problèmes cardiaques. Donc, ça pour dire, voyez-vous, en fait, dans le titre en question, premièrement, vous avez les médias qui disent que non, c'est comme anecdotique, là, les problèmes cardiaques liés à la giblotisation, alors qu'encore une fois, on a plein d'articles qui prouvent le contraire. Ensuite de ça, regardez, vous savez, quand il y a eu l'obligation de la giblotisation, si, admettons, vous aviez un problème de santé qui faisait que vous ne pouviez pas l'avoir, là, ben, votre médecin ne vous donnait absolument aucun papier. Vous étiez obligé de le faire. Sinon, ben, c'est à tes risques et périls, puis tant pis, tu n'auras pas ton passeport de contrôle social absolu. Mais c'est la même affaire ici. Voyez-vous, les hôpitaux sont remplis de malades, qui sont majoritairement pas mal toutes à cause de la giblotisation puis de ses effets, OK? Puis du système immunitaire qui est appelé à cause de ça. Mais, puis quand il y a des décès, ben encore là, c'est jamais à cause là, de la giblotisation. Cause de décès inconnue. Donc, pensez-vous vraiment que l'étude en question va dire que les problèmes de santé cardiaque de ces gens-là qui ont eu la giblotisation, que c'est à cause de la giblotisation, alors que les études sont financées par les compagnies qui sont responsables de ces problèmes de santé-là? Je suis sûr que ça va être super transparent comme processus. Alors, c'était la petite revue de l'actualité que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Donc, 41 minutes. Et c'est rempli de mauvaises nouvelles encore. Voyez-vous, entre autres, les raisons pour lesquelles que je déteste les lundis, c'est parce que c'est ça. Donc, tu sais, vous avez la semaine qui recommence, puis vous avez une avalanche de mauvaises nouvelles qui vous tombent sur la tête. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Encore une fois, ça fait partie des choix que j'ai faits de faire une chaîne qui parle des mauvaises nouvelles, parce que sinon, autrement, vous n'entendez pas trop parler. Alors, je vais vous souhaiter une bonne semaine et on se reprend très bientôt sur une prochaine capsule. Bye bye!